Merci à tous d'être là, comme l'a dit Hermel précédemment, et surtout un grand merci à nos 4 invités, grâce à qui on va pouvoir explorer les défis et les solutions liées aux enjeux de l'eau sous diverses coutures, grâce à vos parcours très complémentaires. On peut accueillir notre premier invité, Éric Gaume. Vous êtes hydrologue, directeur du Centre de recherche géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la Terre à l'université Gustave Eiffel et auteur de nombreux articles scientifiques. Est-ce que, bien que l'hydrologie soit un domaine extrêmement vaste et complexe, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les apports de vos travaux, notamment ceux sur les inondations et les crues soudaines, donc un sujet d'actualité? En quoi est-ce que le réchauffement climatique va être amené à aggraver ces phénomènes et comment la science peut nous aider à bâtir des modèles plus résilients? Merci beaucoup. Donc je pense qu'on reviendra aussi au sujet principal du documentaire qui portait plus sur la ressource en eau. Donc moi j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière passée sur les crues soudaines. J'ai commencé mes recherches il y a 35 ans. On ne savait pas grand-chose à l'époque. On était capable de dire, bah voilà, il y a une grosse pluie, il y a eu des dégâts. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. J'ai trouvé ça un petit peu court. Et donc, en tant que jeune étudiant, j'étais parti sur le terrain avec quelques collègues pour commencer à faire des retours d'expérience terrain, essayer d'estimer les débits. Donc, quelle est la quantité d'eau qui a circulé dans ces cours d'eau? Est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec les pluies? Alors, j'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, c'était le début du déploiement des radars hydrométéorologiques. Donc, qui sont des technologies modernes d'observation de la pluie. Vous les connaissez peut-être. Hein, on voit les images radars sur les sites météorologiques. Et donc, on commençait à avoir une vision un peu plus précise des quantités de pluie qui tombaient lors de ces événements exceptionnels. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai continué à travailler sur ces crues. On a, à l'échelle française, à l'échelle européenne, et on a pu constituer, avec d'autres collègues, hein, j'étais pas tout seul bien sûr, mais un corpus de connaissances et de compréhension de ces phénomènes. Donc ça a permis, par exemple, de mieux comprendre comment nos territoires réagissaient à ces pluies intenses, que l'antériorité pluviométrique était importante. Donc typiquement des idées qu'on se fait, le sol sont secs, ça ruisselle, étaient des idées qui ne permettaient pas d'expliquer ce qui se passait sur nos territoires. Donc le fait que ces territoires répondaient très progressivement aux pluies, et que c'est pour ça que dans la région méditerranéenne, on a ces phénomènes de pluie soutenus, prolongés. Les crues sont particulièrement sévères. On a eu encore l'exemple en Espagne aujourd'hui, ou hier. Voilà. Donc on a progressivement constitué ce corpus de connaissances. Et puis on peut se comparer à l'échelle internationale, et ça c'est une chose qu'on ne sait pas forcément très bien, c'est que le sud méditerranéen, en fait, ça va de l'arc méditerranéen nord-ouest, de l'Espagne, Catalogne, sud de l'arc français, la Ligurie en Italie, sont une des régions au monde où on a les crues les plus violentes observées. Donc en termes de débit, donc on est dans ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un point chaud pour ce qui concerne les crues soudaines. Donc, voilà, donc ça c'était mes travaux, et puis on a ensuite beaucoup développé des travaux d'abord d'évaluation du risque, donc essayer de... Parce que pour pouvoir se prémunir contre des phénomènes extrêmes, il faut avoir des ordres de grandeur, hein, savoir quels sont les débits qui sont susceptibles. Je prends des termes techniques, hein, vous m'arrêtez si c'est trop technique. Donc quelles sont les quantités d'eau qui sont susceptibles de circuler dans nos réseaux hydrographiques? Qu'est-ce que ça représente comme surface inondée? Et quels sont les biens qui vont être exposés lors de crues? Donc on continue à travailler sur la cartographie automatique. Donc j'avais beaucoup poussé il y a quelques années le ministère de la Transition écologique à lancer des campagnes de levée LIDAR, donc de levée topographique précis à l'échelle nationale pour pouvoir faire de cette cartographie, donc avoir les outils indispensables pour pouvoir, avec des niveaux de précision topographique suffisants, pour pouvoir travailler non pas simplement sur les grands cours d'eau, mais sur tous les petits cours d'eau qui sont exposés. Et puis on a des travaux en cours aussi pour améliorer les dispositifs de prévision. Donc mon équipe, on travaille beaucoup sur la prévision des impacts. Parce qu'on se dit que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une alerte. Donc on a développé, ça a beaucoup progressé en France, hein. Il y a un dispositif qui s'appelle Vigicru Flash, donc il prévient les communes qu'une crue importante est susceptible de se produire. Mais on en reste là.
Et je pense, quand on est à la place du maire, oui. Et alors, c'est quoi important? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on travaille sur la mise en place de cartographie automatisée et d'indices d'impact. C'est-à-dire qu'on puisse dire aux services d'intervention et de secours, par exemple, voilà, là il pleut sur tout ce territoire-là, mais les enjeux qui vont être exposés, ils sont là, là et là. Donc vous pouvez éventuellement vous prépositionner. Donc voilà le genre de travaux que je fais. Et puis depuis quelques années, là, 1 ou 2 ans, on commence aussi dans mon équipe à travailler sur la gestion de la ressource en eau, et ça va nous amener au sujet du documentaire. Alors, l'une des raisons, c'est que la demande en matière de recherche sur le sujet est croissante, on l'a vu, hein. Et une raison principale, c'est que les projections climatiques, on n'est pas sûr de grand-chose. Notamment, on n'est pas sûr, on ne sait pas exactement comment va évoluer la pluviométrie à l'échelle nationale. Selon les modèles, selon les projections, ça va dans un sens et dans l'autre, hein. On a des modèles qui prévoient une augmentation globale de la pluviométrie, d'autres une diminution. Donc on a beaucoup d'incertitudes. C'est la même chose encore plus importante sur les pluies intenses et les crues intenses. Donc on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer. Donc la prudence voudrait qu'on se prépare quand même au pire. Ce n'est pas parce qu'on a de l'incertitude qu'il ne faut rien faire. Je crois qu'il faut se préparer à éventuellement une intensification des événements. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la température augmente. Et si la température augmente, le terme principal du bilan hydrologique, qui est l'évapotranspiration, va augmenter. Donc de toute façon, les sécheresses estivales vont être à l'avenir plus prolongées et plus fréquentes. Ça ne veut pas dire que les sécheresses les plus importantes, les sécheresses extrêmes sont plus extrêmes, mais elles seront de toute façon plus fréquentes. Et l'une des conséquences, alors ce n'est pas moi qui ai travaillé directement sur cette étude, ce sont des collègues, j'espère qu'on m'entend bien, je parle loin du micro. Donc il y a une étude qui a été conduite, qui a pris 4 ans à l'échelle nationale pour essayer de transposer les projections climatiques, qui sont des projections de modèles climatiques en hydrologie. Donc essayer de dire quelles vont être les conséquences sur les débits des cours d'eau. Alors beaucoup d'incertitudes sur les recharges des nappes, selon les trajectoires. On va des trajectoires qui, même sous la trajectoire économique et climatique RCP 8.5, hein, qui est la trajectoire la plus défavorable, hein, mais malheureusement un peu moins probable aujourd'hui, parce qu'on commence à avoir une petite inflexion sur l'augmentation de la consommation des énergies fossiles. Donc on n'est plus tout à fait sur la trajectoire 8.5, on est quelque part entre les deux, mais sur la trajectoire 8.5, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les débits d'été, les débits d'étiage des cours d'eau vont diminuer, et dans des proportions qui sont de l'ordre aujourd'hui pronostiquées à horizon 2100 de moins 30%. C'est énorme, hein. Donc, et tout ça combiné à des sécheresses estivales qui vont être plus soutenues, sécheresses au terme, là je parle de sécheresse des sols par exemple, hein. L'évapotranspiration augmente, les plantes vont avoir des besoins en eau croissants, et donc on comprend pourquoi ce problème, hein, d'accès à la ressource devient préoccupant, et pourquoi certains agriculteurs ont... Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne nous ont pas attendus, hein. Ça fait un certain temps qu'ils ont compris pourquoi certains agriculteurs mettent leur espoir dans la construction de réserves dites de substitution ou de bassines dans certains cas, dans l'idée qu'ils sécuriseraient au moins une partie de leurs besoins en eau. Donc voilà. Et moi, dans ce cadre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre en place des outils de prévision saisonnière, prévision décadaire ou mensuelle, de l'évolution des débits des cours d'eau et des niveaux des nappes, pour éclairer l'ensemble de l'écosystème de la gestion de la ressource en eau, pour pouvoir gérer les choses de manière anticipée, c'est-à-dire ne pas subir les événements, mais les voir arriver et éventuellement prendre des décisions de manière anticipée. Quand on arrive à prendre des décisions de manière anticipée, j'imagine, j'espère, là c'est la vision du chercheur, je pense que l'agriculteur en aura peut-être une autre, on va essayer de convaincre, mais ça permet éventuellement de prendre de meilleures décisions. Donc voilà ce sur quoi on commence à travailler. Et puis je vais utiliser un gros mot. Aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. On a
eu pour la première fois il y a 4 ans les premiers résultats de modèles qui sont plus performants, de modèles IA, intelligence artificielle, plus performants que nos modèles classiques. Et donc on travaille évidemment énormément sur ces modèles pour essayer d'améliorer nos capacités de prévision. Merci beaucoup. Alors effectivement, la science peut nous aider à anticiper l'avenir. Elle est prédictive. En revanche, elle n'est pas prescriptive. Elle ne peut pas nous dire ce que l'on doit faire et comment on doit prioriser nos usages, en particulier dans un monde où on sait qu'on va devoir réduire drastiquement la quantité d'eau prélevée et consommée. Dans l'empreinte eau du consommateur, on sait qu'elle n'est composée pas en majorité de l'eau qu'on utilise au quotidien qui sort de notre robinet, mais bien pour d'autres usages, donc l'agriculture, l'industrie et même la production d'électricité. Vincent Luquez, vous êtes journaliste pour le média Reporter et vous avez publié un livre en 2023 intitulé Une France sans eau, la face cachée du cycle de l'eau aux éditions Alicio Sciences. C'est une enquête menée sur les routes de France, du Doubs aux Hautes-Pyrénées, pour comprendre les mécanismes du cycle de l'eau et peut-être trouver des pistes d'adaptation de nos modes de vie et de nos infrastructures. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire justement où est-ce qu'elle va, cette eau qui est utilisée, peut-être nous donner quelques ordres de grandeur sur les grands postes de consommation et de prélèvement, et pourquoi, selon vous, le modèle agricole actuel n'est pas adapté au cycle de l'eau? Oui, merci. Je vais essayer de pas trop vous surcharger de chiffres, mais j'aime bien, moi, pour faire cette enquête, j'ai commencé à essayer d'avoir un peu les grands chiffres en tête. Et je suis parti d'un paradoxe. On a grosso modo... Alors, les chiffres, on peut toujours les contester parce que d'une année à l'autre, ça change beaucoup, mais il y a des chiffres décennaux, par exemple. On a grosso modo 500 milliards de mètres cubes d'eau qui nous tombent sur la tronche en France par an, et on en consomme 5 milliards. Le différentiel est énorme, mais malgré tout, les pénuries se multiplient, il y a beaucoup de sécheresse, de plus en plus de sécheresse. Chaque année, il y a 30% du territoire qui est soumis à des restrictions d'eau, c'est énorme. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait un tel décalage, et ce que j'ai retenu de tout ça, notamment, une des grandes idées à avoir en tête, c'est que la gestion de l'eau, c'est beaucoup une question de timing. L'eau, elle tombe en masse, mais d'abord, comme on l'a évoqué, il y a la question de l'évapotranspiration. Sur ces 500 milliards, les 2 tiers repartent dans l'atmosphère avec l'évaporation et la transpiration des plantes. Et sur le tiers qui reste, ça tombe souvent l'hiver ou l'automne. Et nous, alors, à l'inverse, on l'utilise beaucoup en fait, quand on doit notamment irriguer, notamment l'été. Le rapport aussi là qui est assez parlant, c'est qu'on a 10% de l'eau qui tombe en France qui coule pendant l'été, et 60% de notre consommation se trouve aussi être pendant l'été. Donc on a le moment où on a le plus besoin d'eau, finalement, c'est le moment où elle est moins disponible. C'est ce qui crée aussi ces tensions, avec après des grandes différences aussi entre les régions. C'est-à-dire que quand on parle à l'échelle de la France, ça cache des disparités qui sont énormes au présent et aussi à l'avenir. Alors peut-être avant de reparler un petit peu de l'avenir, vous me demandiez les répartitions. C'est pareil, les chiffres précis n'ont pas beaucoup de sens parce que ça change un peu d'une année à l'autre, mais malgré tout, 45%, la moitié de l'eau consommée en France est consommée par l'agriculture. Donc c'est énorme. Ensuite, il y a 1 tiers ou 30% qui est consommé par la production électrique, c'est-à-dire en gros le refroidissement des centrales nucléaires. Qui consomment énormément d'eau. Enfin, c'est les gros panaches de fumée qu'on voit dans les tours aéro-réfrigérantes qui sont l'eau consommée par ces centrales. Et ensuite, une partie aussi, 20% ou un peu plus, qui est l'eau potable consommée de manière domestique. L'industrie, c'est beaucoup moins, en fait. C'est une part marginale derrière tout ça. Donc, les 3 gros postes de consommation, c'est vraiment agriculture, énergie et eau potable. Avec une grosse majorité pour l'agriculture. Et au sein même de l'agriculture, la moitié de l'eau consommée par l'agriculture, c'est le maïs. 60% même. Voilà, donc c'est peut-être différent suivant les moments, mais en tout cas, c'est une part énorme qui est liée au maïs, quoi. Donc les grands chiffres, c'est cela. Et suivant les régions, c'est extrêmement divergent. Par exemple, sur le bassin Adour-Garonne, 3/4 de l'eau est consommée par l'agriculture, tandis que sur le bassin du Rhône, les centrales nucléaires sont extrêmement présentes, et plus de la moitié de l'eau là est consommée pour le refroidissement des centrales nucléaires. Donc il y a vraiment des cas spécifiques suivant les régions et des problématiques spécifiques, quoi.
Ensuite, quand on parle de sécheresse ou de pénurie d'eau, c'est relatif à une norme. Une sécheresse, c'est un manque d'eau par rapport à ce qui tombe comme eau ou à ce qu'il y a comme eau dans le sol en temps normal. Donc, là aussi, c'est relatif à une situation et à une manière dont le vivant et les sociétés humaines sont adaptés pour consommer cette eau. Une comparaison qui est assez parlante, qui m'avait frappé, c'est qu'il y a beaucoup moins de sécheresse à Nice qu'à Lille. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'eau à Lille qu'à Nice. Ça veut dire que par rapport à la norme, il y avait plus d'arrêtés sécheresse à Lille qu'à Nice. Donc tout l'enjeu, c'est de voir par rapport à une norme qui est celle à laquelle s'est habitué le vivant et à laquelle s'est habituée une société sur des décennies ou des siècles, qu'est-ce qui change et dans quelle proportion ça change, quoi. Donc voilà, et par rapport à tout ça, alors vous l'avez déjà pas mal évoqué, mais le gros problème, c'est que les choses changent très vite et avec beaucoup d'incertitudes à cause du changement climatique. Vous vous rappelez peut-être de l'été 2022, qui était un été extrêmement sec avec beaucoup de sécheresse. On avait eu plus de 500 communes en France ravitaillées par camions-citernes pour apporter de l'eau potable à des communes isolées qui étaient mal raccordées à des réseaux qui étaient victimes de sécheresse. On a eu 20% de baisse d'électricité produite par le nucléaire à cause de ces sécheresses et des manières dont elles doivent s'arrêter en cas de température trop élevée. Et suivant les productions agricoles, il y a eu certaines productions qui ont perdu 30% de leur rendement, etc. La trajectoire actuelle qu'on suit, qui est absolument catastrophique en termes climatiques, nous mène vers 2,5 degrés ou 3 degrés de réchauffement global à la fin du siècle, à l'échelle mondiale. Et ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que la France se réchauffe beaucoup plus vite que cette moyenne mondiale. L'Europe en général et la France en particulier. Quand on parle de 3 degrés à l'échelle mondiale, c'est 4 degrés en France. En fin de siècle. 4 degrés en France en fin de siècle, c'est grosso modo potentiellement 3 degrés d'ici 2050, c'est dans 25 ans, c'est-à-dire demain. Et ce que me disait un chercheur que j'interrogeais pour mon bouquin sur le sujet, c'est que au sein même de ces 3 degrés de moyenne, 3 degrés de réchauffement en 2050, c'est 4 degrés l'été. C'est-à-dire ce moment précis où on a besoin d'eau, où elle est rare, on aura des réchauffements de 4 degrés en moyenne l'été en 2050, ce qui correspond grosso modo à 2022. C'est-à-dire 2022 devient la norme en termes de, alors pas en termes de précipitation, parce que ça c'est justement c'est très incertain, mais en termes de chaleur, en termes d'événements potentiels, y compris potentiellement des sécheresses, 2022 devient la norme. C'est-à-dire cet été extrême qu'on a eu il y a 2 ans devient la norme. C'est-à-dire une fois sur 2 c'est pire. Ça veut dire ça la norme. Donc dans à peine 25 ans, voilà, on a vraiment un climat qui est complètement différent, avec des chercheurs qui travaillent aussi sur la question de la méditerranéisation de la France. La transformation en climat méditerranéen de pas mal de régions. Voilà, on sait déjà qu'on pourra planter des oliviers en Normandie potentiellement. Alors je dis ça sur le ton de la rigolade, mais en fait c'est pas si simple parce que d'un point de vue aussi bien agronomique que sociétal, un agriculteur peut pas se changer du jour au lendemain en spécialiste du maïs à spécialiste des oliviers. Et il y a un changement qui est radical à faire en termes d'adaptation à tout ça, qui est extrêmement inquiétant. En termes de sécheresse des sols par exemple aussi. Alors, j'ai pas forcément l'étude la plus à jour, mais il y a par exemple Climsec qui avait fait référence dans les années 2010, qui étudiait spécifiquement la sécheresse des sols, donc pas forcément les précipitations, mais ce qui restait dans le sol. On avait dans les classifications de sécheresse la classification extrêmement sec, dans les périodes de référence au XXe siècle, l'année 90, devient la norme d'ici 2070. Et le plus inquiétant, c'est que ça, c'est une évolution qui, d'après les modèles de cette étude, était la même quel que soit le scénario. C'est-à-dire qu'on se réchauffe de 2 degrés ou 4 degrés. Dans tous les cas, d'un point de vue des sols, il y a plein de régions pour lesquelles le statut extrêmement sec devient la norme. Donc tout ça, ça dresse un tableau assez anxiogène qui montre, et je pense que c'est aussi une des choses dont on pourra parler ce soir, c'est l'absence totale de prise de conscience de l'urgence d'agir radicalement pour changer de manière systémique la manière dont on utilise cette eau, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement... alors justement, alors, je ne sais pas si tu veux parler des bassines maintenant ou en parler plus tard, et on en parlera sûrement avec Benoît Bizot, mais il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais notamment pour rester sur le constat scientifique, le terme dans les rapports du GIEC de beaucoup de climatologues, c'est le terme de maladaptation qui revient. Attention à la maladaptation. C'est-à-dire les solutions, les fausses solutions, qui consistent finalement à, par le biais technologique, maintenir un système économique et un mode de production inchangé en lui apportant des pansements. Et c'est le gros risque avec ces bassines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hydrologues aussi qui pointent ce risque-là. C'est-à-dire, suivant les cas, ça peut être plus ou moins adapté, être une rustine de secours, mais avoir finalement une bassine qui permet de ne pas changer la manière de faire ne nous habitue pas à changer les pratiques. C'est-à-dire que le jour où la bassine ne se remplit pas,
parce qu'il y a des sécheresses, et c'est déjà le cas aujourd'hui pour plein de bassines. Et d'ailleurs, il y a des rapports sortis, études HMUC ou autres, sur les méga-bassines en construction dans les Deux-Sèvres dont parlait le documentaire. HMUC, c'est les études hydrologie, milieu, usage, climat, voilà, c'est ça, qui sont faites pour étudier la pertinence de ces bassines, quoi. Et qui prévoit que les bassines en projet de construction qui ne sont pas encore construites, une partie d'entre elles ne pourront même pas être remplies, étant donné les niveaux hydrologiques attendus, etc., quoi. Donc, quand ces bassines ne se remplissent pas, mais que le modèle agricole est fait pour avoir besoin d'eau, on se retrouve finalement au pied du mur, sans s'être adapté et sans s'être habitué à faire sans. C'est-à-dire sans changer de manière systémique nos besoins. Donc, je parle peut-être trop, je ne sais pas si tu veux... ouais. Mais voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais en tout cas, il y a vraiment cette dimension-là de... d'une part, parler d'eau, c'est parler de timing, en fait. Et d'ailleurs, le maïs aussi, c'est une question de timing. C'est-à-dire qu'une idée reçue assez marrante que j'ai appris là-dessus, c'est que le maïs consomme moins d'eau que le blé. Par contre, il le consomme quand il ne faut pas. C'est-à-dire que le maïs est une plante qui vient du Mexique, qui est faite pour pousser au Mexique. Elle n'est pas faite pour pousser en France. En France, il ne pleut pas au moment où le maïs grandit. Le blé, lui, a beaucoup moins besoin d'être irrigué parce que, en tout cas, avant, d'ailleurs on ne l'irrigue pas, avant le changement climatique en tout cas, le blé prend l'eau au moment où l'eau tombe en France, quoi. Donc tout ça est une question de timing. Il faut s'adapter au moment où l'eau va tomber et l'eau, ce timing va être bouleversé par tous les changements climatiques de précipitations qui sont très compliqués à anticiper, à comprendre. Un autre exemple de ça, c'est le problème de la fonte des glaces aussi, qui nous amène dans d'autres sphères. Mais la fonte des glaces, c'est un gros problème parce que ce qu'on appelle, ça décale l'onde de fonte. C'est-à-dire que les glaces, c'est un peu un tampon, c'est un peu une éponge. C'est que la neige qui tombe, elles font pas tout de suite, ce qui fait qu'elles font plus tard. Et c'est une super aubaine pour nous, puisqu'elles font l'été au moment où il y a moins d'eau, et ça alimente les cours d'eau l'été, et ça apporte de l'eau au moment des étiages, au moment où il y a besoin d'eau, quoi. Avec le changement climatique, les neiges fondent plus vite, déjà il y en a moins, et elles fondent plus vite, et donc il y a un décalage vers le printemps de l'onde de fonte, et ça ne fait qu'accentuer le problème de ressources, etc., quoi. Donc voilà, j'ai essayé de dresser un tableau un peu général de pourquoi tout ça est très anxiogène, et pourquoi il faut changer de manière systémique les choses, et pourquoi il faut prendre conscience que... tout ça est très très urgent, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Justement, ces problèmes de raréfaction de la ressource, ça pose la question de la justice sociale et de la répartition de l'eau et donc aussi du rôle de l'État, de la démocratie. En France, on l'a vu dans le reportage, on assiste depuis des décennies à des politiques d'irrigation intensive, à des subventions pour des cultures qui ne tiennent pas compte des ressources locales. Justement, on peut en parler avec notre invité Benoît Biteau. Vous avez un parcours très intrinsèquement lié à ces questions-là, de diverses manières. Pour citer qu'une partie de votre expérience, vous avez été directeur du bureau d'études d'une entreprise qui vend du matériel d'irrigation. Vous avez été également agriculteur. Vous êtes encore agriculteur. Vous vous êtes également orienté vers la politique, où vous militez pour une agriculture paysanne et agroécologique. Vous avez été élu notamment au Parlement européen en 2019, puis en juin dernier, élu député de Charente-Maritime au sein du NFP. Alors ma question est la suivante. Quel est selon vous le rôle de l'État dans la gestion de l'eau? Quelles sont les politiques publiques qui doivent être déployées en priorité? Est-ce que c'est vraiment possible d'implémenter des pratiques agroécologiques à grande échelle? Et comment on fait pour concilier d'un côté la préservation de la ressource et de l'autre la nécessité pour certains agriculteurs et surtout certains types de cultures, même en temps de sécheresse, à continuer à irriguer, ce qui reste une préoccupation du quotidien pour de nombreux exploitants, que ce soit de grands exploitants affiliés à des multinationales ou même de plus petits. D'abord, merci de m'avoir invité. Dans 2 heures, j'aurais répondu. Non, je vais faire beaucoup plus vite que ça. D'abord, avant de commencer, une petite pensée, parce que dans le film, c'est évoqué, une petite pensée pour Rémi Fraisse. Ça fait pile 10 ans qu'il est décédé. J'ai été à Sivins cette année encore, comme les 10 dernières années d'ailleurs, pour commémorer sa mémoire. Et
et dire que voilà, quand on combat sur l'eau, quand on combat pour l'eau, ça justifie pas de perdre la vie pour mener ce genre de combat. Donc voilà, j'étais à Sivins il y a 10 ans et ce week-end encore avec la maman de Rémi pour commémorer sa mémoire. Et donc j'ai forcément une pensée pour lui et c'était un moment qui m'a un peu ému dans le film de voir les images de ce qui s'est passé à Sivins et à Sainte-Soline ensuite, puisque j'étais aussi à Sainte-Soline depuis octobre 2022. Monsieur Darmanin m'a qualifié d'éco-terroriste, donc j'assume et j'en suis fier. Ça va peut-être commencer par répondre à la question. Je voulais d'abord apporter 2-3 éléments de sémantique. Alors au Parlement européen, j'avais quelques surnoms, dont un qui était celui d'académicien, parce que je suis un peu tatillon sur la sémantique. D'abord, dans le film, la réalisatrice parle du monde paysan, de ceux qui font des bassines, et on appellerait ces gens des paysans. Ce ne sont pas des paysans, ce sont des exploitants agricoles, ils se revendiquent comme tels. Et donc, je tiens à apporter cette subtilité qu'il y a entre le mot exploitant agricole et le mot paysan. Exploitant agricole fait référence à un verbe qui s'appelle exploiter. On exploite la terre, on exploite les hommes, on exploite les animaux. Moi, je suis agriculteur, mais je ne suis pas de ce monde-là. Je suis un paysan et je suis fier de l'être et c'est complètement différent. Je coopère avec la vie. J'essaie pas de mettre la nature au pas. J'essaie au contraire de m'en inspirer et c'est fondamentalement différent. Et je crois que c'est important. Et puis après... moi, je ne suis pas adhérent d'une fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et donc c'est important pour moi de marquer la différence. Mais les gens qu'on voit dans ce sujet sont plutôt proches de la FNSEA ou de la coordination rurale, puisqu'on a vu Franquin et Bousquet-Cassagne dans le sujet. Eux, ils sont à l'étape supérieure encore. Donc ça, c'est le premier sujet de sémantique. Donc moi, je suis paysan et je ne suis pas exploitant. Le deuxième... crue et inondation, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que moi qui suis paysan, mais qui suis aussi agronome, ancien chercheur scientifique, quand je parle de crue, je parle d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui est un bel événement sur un territoire, sur un bassin versant. Je trouve ça plutôt formidable qu'on puisse encore bénéficier de crues. Ça devient un problème, et donc ça devient une inondation quand on ne sait plus les accueillir. Et quand on ne sait plus les accueillir, ça devient des inondations qui impactent les êtres humains, la vie, les équipements qu'on a mis en place. Et donc c'est une petite subtilité qui fait que crue et inondation, c'est pas exactement la même chose. Une crue, c'est une bonne nouvelle, une inondation, c'est une très mauvaise nouvelle, mais qui est intimement liée au fait qu'on n'a pas su accueillir les crues. Et puis une autre subtilité de vocabulaire quand on parle des usages de l'eau, c'est entre prélèvement et consommation. C'est pas tout à fait la même chose, et je pense que tu sais où je vais aller. C'est-à-dire que quand on regarde les prélèvements, aujourd'hui, dans le paysage français, le plus gros préleveur d'eau sur une année civile ou sur l'été, c'est indiscutablement l'énergie nucléaire pour refroidir les réacteurs nucléaires. Sauf qu'il prélève, mais il restitue. Alors, il restitue dégradé, réchauffé, pollué, tout ce que vous voulez, mais il restitue. Et donc... globalement, ils sont nettement moins impactants pour le grand cycle de l'eau que ceux qui consomment. Et autant l'énergie nucléaire est le premier préleveur d'eau, mais n'est pas le premier consommateur, le deuxième préleveur, c'est l'agriculture, mais c'est de très loin le plus gros consommateur. C'est-à-dire que l'eau qu'on utilise pour irriguer du maïs, par exemple, au hasard, eh bien, c'est de la consommation nette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restitution au milieu aquatique, ou en tout cas par le biais de l'évapotranspiration, mais pas immédiate. Et donc, il y a une souffrance du milieu aquatique parce que ce prélèvement n'est pas restitué immédiatement. Alors on le retrouve dans le grand cycle de l'eau, bien sûr, mais c'est un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'on le retrouve au moment où on n'en a plus forcément excessivement besoin. Et donc je souhaitais apporter ces subtilités-là, parce que quand on parle de consommation, de très loin, c'est l'agriculture qui consomme de l'eau nette, quoi. C'est une consommation nette. Et le chiffre a un peu évolué, c'est 58%. La consommation agricole, c'est 58%, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 80% en été, au moment où la ressource est la plus rare. Et donc là, on voit à quel point le poids de l'agriculture est déterminant. Après, ne vous méprenez pas sur mon propos. Je ne suis pas en train, et j'ai beaucoup de reproches à faire aux médias quand ils sont dans cette logique-là, qui cherchent à vouloir opposer deux mondes irréconciliables, des gens anti-bassines et des gens pro-bassines, des gens anti-irrigation, des gens pro-irrigation.
moi, je ne remets pas en cause l'intérêt de l'irrigation. Ce que je combat, et j'assume, ce que je combat, c'est l'accaparement, la confiscation par une frange d'agriculteurs qui est extrêmement restreinte. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est 58% sur une année civile consommée d'eau, c'est 80% sur une période estivale consommée d'eau par le monde agricole, et réalisé par une frange d'agriculteurs qui ne représente que 6%, vous m'avez bien entendu, 6% des agriculteurs, seulement 6% des agriculteurs sont des irrigants. Donc quand vous entendez un président de la République, un Premier ministre ou une Première ministre, un ministre de l'Agriculture ou un ministre de l'Écologie vous dire « il n'y a pas d'agriculture sans irrigation », moi je trouve ça parfaitement méprisant, pour ne pas dire insultant, pour les 94% d'agriculteurs qui, eux, réussissent à produire sans avoir recours à l'irrigation, parce qu'ils se creusent la tête, parce qu'ils essaient de créer des infrastructures agroécologiques sur leur structure pour, malgré cette situation de plus en plus délicate sur fond de dérèglement climatique, de régime pluviométrique un peu détraqué et de difficultés à faire vivre le grand cycle de l'eau, réussissent malgré tout à produire des denrées agricoles. Donc j'attire votre attention sur le fait que seulement 6% des agriculteurs sont à l'origine de ces 58% de prélèvements, de consommation d'ailleurs, et de 80% en été. Donc on voit bien qu'on a un problème de partage. Et je suis d'autant plus agacé par cette dimension de partage, c'est que dans mon parcours à la fois de fonctionnaire, de chercheur et de scientifique, j'ai dû, sur le dossier Marais Poitevin, où on a les méga-bassines qui sont en place, sortir la France d'un mauvais pas qui était un contentieux européen, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, il y a un contentieux européen contre la France sur le dossier Marais Poitevin. Et donc, fonctionnaire, je suis recruté par la France pour sortir de ce contentieux européen sur 3 sujets, la biodiversité, un sujet un peu administratif qui consistait à vouloir relabelliser le Marais Poitevin en parc naturel régional, puisque sur fond de contentieux, le label est tombé. C'est le seul parc en France qui s'est vu confisquer son label, mais aussi sur le sujet de l'eau. Et ce qui ressort de ce travail-là que j'ai pu réaliser, c'est que l'éléphant dans la pièce, qui est souvent oublié dans les débats et qui nous conduit à du solutionnisme, à des solutions techniques qui ne sont que des fuites en avant, de la maladaptation, comme tu l'as très bien dit, eh bien, c'est le grand cycle de l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que la même agriculture, les mêmes 6% qui aujourd'hui confisquent l'eau, sont aussi ceux qui ont déménagé le territoire. C'est-à-dire ceux qui ont effacé les méandres des cours d'eau, qui faisaient qu'on avait des crues, qui était une bonne nouvelle, qu'on savait ralentir, retenir, et l'eau s'infiltrait et recharger les nappes. Les mêmes agriculteurs qui ont arraché les haies, arraché les arbres, qui sont des infrastructures écologiques qui permettent la circulation verticale de l'eau vers les nappes. Les mêmes agriculteurs qui ont retourné les prairies humides pour les drainer et pour, en vérité, développer des pratiques qui sont complètement incohérentes sur certains espaces et qui fait surtout, et je vous disais tout à l'heure que la subtilité entre crues et inondations, c'était pas anodin, qui fait surtout que parce qu'on n'a plus ces prairies humides, on ne sait plus accueillir les crues. Et comme on ne sait plus les accueillir et qu'on a créé des autoroutes de l'eau, ce que j'appelle des autoroutes de l'eau, eh bien, à vouloir toujours évacuer plus vite l'eau vers la mer, à un moment donné, ça déborde parce que le tuyau est trop petit et que on a, alors je ne veux pas être trop technique, mais ce qu'on appelle le temps de concentration. Moi, j'habite au bord de la mer. À un moment donné, entre le fleuve et la mer, il y a ce qu'on appelle la porte à la mer, c'est-à-dire l'endroit où se rencontrent l'eau douce et l'eau salée. Eh bien, pas très loin de chez moi, à 20 km de chez moi, on avait une pluie qui tombait, alors je vais dire le nom, ça ne vous dit rien, mais à Saint-André-de-Lidon, elle arrivait à la porte à la mer 7 jours plus tard. C'est-à-dire qu'on avait un temps de concentration de 7 jours. Eh bien, le déménagement du territoire dont je vous parlais aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, la même pluie qui tombe toujours à Saint-André-de-Lidon arrive à la porte à la mer en 7 heures. Sauf que vous savez tous que seulement 2 fois par jour, on a la marée basse. Toutes les 12 heures, on a une marée basse. Eh bien, quand la pluie arrive et qu'en face, de l'autre côté, c'est la marée haute, eh bien, on ne sait pas évacuer la pluie qui est tombée 7 heures plus tôt à Saint-André-de-Lidon. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas ouvrir la porte à la mer? Eh bien, la crue devient une inondation. Parce qu'on n'a plus les infrastructures d'aménagement de territoire qui sait accueillir la crue. Et donc, les victimes, bah, c'est les habitations, c'est les infrastructures humaines qu'on a développées autour de... Voilà. Et puis,
et il faut que je me calme parce que le temps passe, mais, parce que je vous l'ai dit, je peux durer longtemps, mais c'est à la lumière de ce que j'ai pu observer dans mon parcours de scientifique à l'époque que j'ai eu envie de passer à l'acte. C'est-à-dire que j'ai eu envie de devenir moi-même paysan. Et je ne suis pas devenu paysan sur une structure anodine, c'était parfaitement délibéré, c'est-à-dire que je deviens paysan sur une structure qui est en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans et qui mobilise chaque année pour irriguer du maïs 300 000 m3 d'eau par an. 300 000 m3 d'eau, je vous donne un élément pour que vous ayez un peu de comparaison, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une petite ville de 7 000 habitants pour irriguer 110 hectares de maïs. Et là aussi, je reviens sur le sujet, quand j'entends cet agriculteur me parler de fourrage et qui nous montre un tas d'ensilage, moi j'ai une proposition de révolution à vous faire, c'est de nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et je vous assure que ça fonctionne très bien. Et quand on nourrit des herbivores avec de l'herbe, on commence à rapprocher les pièces du puzzle là. Quand on nourrit un herbivore avec de l'herbe, on a besoin de quoi? On a besoin de prairies. Et quand on a besoin de prairies, on a respecté des zones de territoire où on peut recevoir la crue, où on peut la laisser quelque temps, où on peut laisser l'eau s'infiltrer dans les nappes souterraines, et on commence à avoir une restauration du grand cycle de l'eau. Et bien là, on fait l'inverse, on retourne les prairies pour y développer du maïs. Alors pour ceux qui ont des cheveux blancs, c'est la stratégie des shadocks, c'est-à-dire qu'on pompe pour sortir l'eau quand elle est en excès, et on revient avec des pompes pour irriguer le maïs, qui va servir à nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe, qui, parce que le maïs est pauvre en protéines, va nécessiter qu'on importe du soja qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, au détriment du poumon de la planète. Quand on ensile un hectare de maïs en Poitou-Charentes, dans le Marais Poitevin, on crée une dépendance d'un hectare de soja de l'autre côté de l'Atlantique, mais on est sauvé, le Mercosur arrive, donc on va pouvoir bien importer du soja dans les quantités dont on a besoin et continuer à faire du maïs à grand renfort d'irrigation par des bassines. On voit bien que la mécanique engagée n'est absolument pas la bonne. Et tout ça sur des logiques qui, en plus, mettent en péril notre santé, puisque quand on nourrit des herbivores avec autre chose que de l'herbe, en l'occurrence avec du maïs et du soja, la viande qui sort de ces animaux-là, le lait qui sort de ces animaux-là, est déréglé, déséquilibré en oméga 3 et en oméga 6, qui fait que les oméga 3, qui sont des anti-inflammatoires, n'existent plus, les oméga 6, qui sont des puissants inflammatoires, sont trop nombreux, et vous avez des intolérances au lactose. Cherchez pas plus longtemps, c'est parce que les herbivores ne mangent plus d'herbe, parce qu'on mange du maïs et du soja, et que les herbivores mangent du maïs et du soja, qui nécessitent des méga-bassines, qui nécessitent du soja de l'autre côté de l'Atlantique, et qui participent, et la boucle est bouclée, à l'accélération du dérèglement climatique. Parce que le bilan carbone, alors on pointe souvent les animaux d'élevage sur le bilan carbone, mais on oublie un paramètre fondamental en amont du méthane, quand les vaches pètent dans la stabulation, c'est le poids carbone de la production de ce maïs, le poids carbone de cette production de soja, qui malheureusement amplifie encore plus la nécessité de revisiter un élevage basé sur des herbivores, sur des prairies qui elles plutôt, sont des puissants séquestrateurs de gaz à effet de serre. Donc vous voyez bien qu'il y a un cercle vicieux et un cercle vertueux. Mais l'angle mort, et je veux finir là-dessus, l'angle mort dans tout ce que je viens de vous raconter, c'est l'argent public. C'est-à-dire qu'on est en train, et c'est là où l'État est complètement à côté de sa mission, c'est-à-dire qu'on est en train de mobiliser des volumes d'argent public dans cette maladaptation qui ne répare pas le grand cycle de l'eau, voire même qui continue de le dévaster, pour une population d'agriculteurs qui n'est que 6% des agriculteurs, pour continuer d'irriguer du maïs. Et je vais faire une petite, avant de continuer sur l'argent public, alors qu'on a une alternative au maïs qui fonctionne très bien, qui s'appelle le maïs lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas me faire le procès d'un agriculteur qui voudrait flinguer la filière maïs, puisque je produis toujours du maïs, sauf que je produis du maïs population. Vous allez comprendre, c'est très simple. Je ressème les grains que j'ai récoltés. Et parce que je ressème les grains que j'ai récoltés, je ressème un maïs qui est adapté au milieu sur lequel j'évolue. Et c'est quoi le milieu? C'est la pédologie du sol, mais c'est aussi le climat. Et donc, ma ressource génétique est en permanente évolution, qui fait que si je récolte des beaux épis sur du maïs qui a réussi à pousser sans irrigation, j'ai créé une ressource génétique qui est adaptée
au sol sur lequel j'évolue, au climat sur lequel j'évolue, en permanente adaptation, sans avoir recours à l'irrigation. Donc je ne suis même pas en train de vous dire qu'il ne faut plus faire de maïs, parce qu'on aura besoin de maïs pour nourrir des porcs, pour nourrir des volailles. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus faire de maïs, je suis en train de vous dire que c'est une hérésie d'engager de l'argent public pour stocker de l'eau dont on sait que 60% du volume va servir à l'irrigation du maïs. Et sur l'équation d'une bonne gestion de l'eau, sur l'équation de l'accès à l'eau pour l'irrigation en agriculture, si on enlève de l'équation les 60% dédiés au maïs pour irriguer autre chose que du maïs, des fruits et légumes par exemple, des prairies par exemple, je vous assure que l'équation est beaucoup plus simple à résoudre quand on en a enlevé 60% du volume qui est capté par uniquement 6% du monde agricole. Et donc, la raison pour laquelle je me suis engagé en politique, c'est ce constat-là. C'est-à-dire, d'abord, les travaux scientifiques qui m'ont permis de sortir la France du contentieux européen en proposant des alternatives de gestion de ce territoire, même si la France n'a pas respecté ses engagements. C'est quand même intéressant d'avoir fait ce travail-là. Ensuite, de passer à l'acte et de devenir agriculteur, de m'appuyer sur cette structure qui était en monoculture de maïs irrigué et de faire la démonstration qu'en faisant la conversion vers l'agroécologie, c'est-à-dire en arrêtant de labourer, en plantant des arbres dans un système qu'on appelle agroforestier, en faisant le choix de ressources génétiques locales et anciennes, en faisant le choix de mélanger les espèces dans les mêmes parcelles, donc de faire tout simplement de l'agronomie, on voit bien qu'on peut s'affranchir et des pesticides, et des engrais de synthèse, et de l'irrigation, et je le répéterai, tout en maintenant des niveaux de productivité aussi élevés que quand on utilisait des pesticides, des engrais de synthèse et de l'irrigation. Je répète pour ceux qui n'auraient pas bien compris, tout en maintenant des niveaux de productivité aussi élevés, eh bien, je me suis dit qu'il fallait agir. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la politique. Je m'autorise à faire de la politique pour justement essayer de porter dans les politiques publiques des alternatives. Des alternatives qui vont bien sûr apporter des réponses sur le climat, la biodiversité, la santé, mais aussi sur la difficulté économique du monde agricole. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un engagement politique contre le monde agricole, c'est que les solutions que j'ai identifiées, si on les déployait, si on les généralisait, eh bien, permettraient de sortir le monde agricole de la mauvaise ornière dans laquelle elle est enlisée. Alors, c'est sûr qu'on va laisser sur le bord de la route des entreprises qui s'appellent Bayer, qui s'appellent Yara, qui s'appellent Limagrain. Mais le jour où ces gens-là déposent le bilan, on ouvrira ensemble une bouteille de champagne bio et on fêtera tout ça et tout ira bien parce qu'enfin, on sera engagé dans des logiques, dans des politiques publiques qui servent l'intérêt commun. Alors, je n'ai pas tout réussi, je le concède, mais le règlement d'intervention que j'ai fait voter en octobre 2011 en région Poitou-Charentes quand j'en étais vice-président a empêché, et le plan de développement rural régional que j'ai également rédigé pour gérer les fonds européens quand la région est devenue autorité de gestion des fonds européens, a permis d'éviter que des fonds régionaux et des fonds de l'Europe aillent en cofinancement de ces méga-bassines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les méga-bassines en Poitou-Charentes, c'est exclusivement de l'argent d'État, c'est-à-dire 50% de l'agence de l'eau et 20% de l'État. Par exemple, le fonds de relance sur la thématique bifurcation écologique, on a le financement des méga-bassines, par exemple. Voilà, je trouve ça formidable, mais au moins, il n'y a pas de fonds européens, il n'y a pas de fonds régionaux sur ces projets-là. Et puis, quand je suis devenu député européen, j'ai essayé de réouvrir le contentieux européen, et c'est là où j'ai échoué. Donc j'ai réussi à bloquer les financements régionaux et européens, mais je n'ai pas réussi à réouvrir le contentieux européen au motif que l'État français n'a pas tenu ses promesses. Et puis maintenant, je suis député à l'Assemblée nationale, et je vais essayer d'intervenir pour que les fonds d'État, puisque c'est ceux-là qui alimentent surtout la création de ces méga-bassines, soient orientés non pas sur des solutions qui font référence au solutionnisme, au technicisme, à la maladaptation, mais plutôt sur les vraies bonnes solutions, c'est-à-dire des solutions qui intègrent l'étude HMUC, je voulais en parler, hydrologie, usage, milieu, climat, de manière à ce que, dans cette anticipation-là, on fasse du réaménagement du territoire. On a 200 bassines, 200 méga-bassines dans les cartons en Poitou-Charentes, ça représente
400 millions d'euros d'argent public, eh bien moi je revendique que ces 400 millions d'euros d'argent public aillent plutôt sur des solutions qui nous projettent dans l'avenir que dans des fuites en avant comme les méga-bassines. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu trop long, mais c'était comme ça que je voulais un peu présenter les choses pour que vous compreniez que on est mal engagé, mais qu'un chemin existe, des alternatives sont possibles. C'est d'ailleurs mon logiciel, je dénonce et je propose, je suis toujours force de proposition, même si parfois il faut passer par des événements comme Sivins, comme Sainte-Soline en octobre 2022, en mars 2023, qui fait qu'on devient éco-terroriste dans la bouche de M. Darmanin. Mais je veux juste conclure sur une question. Quand on a gagné tous les recours en justice, parce que c'est le cas sur les méga-bassines, je suis élu sur la circonscription en France où il y a le plus de méga-bassines. Quand on a gagné tous les recours en justice, que les scientifiques nous expliquent que c'est de la maladaptation et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on gagne les recours en justice, et que malgré ça, l'État continue d'avancer au rouleau compresseur sur l'événement, l'émergence de ces équipements qui sont condamnés par la justice et qui sont dénoncés par la communauté scientifique, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre que celui de manifester ? Et même ça, on nous l'interdit. C'est-à-dire que quand on dépose une autorisation de manifester, on nous interdit de manifester. Et là, quand on est élu, on nous dit « Mais qu'est-ce que tu allais foutre sur une manifestation interdite ?» Mais je suis désolé. Et on me dit « Tu n'es pas respectueux de l'état de droit ». Mais l'état de droit, c'est respecter les décisions de justice. L'état de droit, c'est de respecter ce que nous dit la communauté scientifique. Et quand, une fois qu'on a dit ça, on nous interdit de manifester, eh bien, parce que je suis très attaché à l'état de droit, je crois que ma place est à côté de ces 30 000 citoyens qui disent « On veut un autre usage de l'eau, on veut un usage de l'eau conforme aux décisions de justice, on veut un usage de l'eau conforme à la communauté scientifique, on veut un usage de l'argent public qui utilise nos impôts de façon cohérente. » Et moi, je vais plus loin. Je dis que c'est tous les élus qui n'étaient pas à Sainte-Soline, à côté des 30 000 citoyens, qui sont dans l'erreur et qui ne sont pas respectueux de l'état de droit. Merci beaucoup. Je voulais justement aborder le sujet de la désobéissance civile juste après. Voilà. Mais voilà. Justement, parmi les moyens d'action pour plaider pour une répartition plus juste de l'eau, ça passe aussi par la sensibilisation de l'opinion publique et l'invention de nouveaux récits. Lucie Gautez, vous êtes activiste, militante et facilitatrice pour la justice sociale et climatique. Vous travaillez notamment avec le collectif d'associations On est prêt. Et vous avez travaillé notamment sur une campagne de sensibilisation en septembre dernier avec des créateurs et créatrices de contenu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en quoi ça consiste et si vous avez rencontré des approches qui peuvent être utiles pour toucher le public? Oui, complètement. Alors, bonsoir et merci de nous avoir invités pour cette table ronde. Du coup, moi, mon approche de l'eau, ça a été plutôt aussi du côté citoyen. Et à vrai dire, du coup, j'étais sensibilisée déjà aux enjeux climatiques et aux enjeux écologiques depuis un certain moment. Et pour moi, l'eau, ça me paraissait être un angle mort de mon engagement. Je ne savais pas trop ce qui se cachait derrière l'eau. Et j'ai eu l'occasion de me former sur ces enjeux avec du coup l'agence de l'eau Adour-Garonne qui proposait à l'époque en 2022 un voyage qui suivait du coup la Garonne des Pyrénées jusqu'au bassin d'Arcachon et où on a pu rencontrer des acteurs locaux. On a pu rencontrer notamment des agriculteurs qui s'engageaient sur le territoire, qui avaient plein de systèmes qu'on a vus justement à la fin du documentaire, le goutte à goutte, récupérer l'eau, avoir des anciennes semences. Enfin, voilà, c'était des apprentissages du coup très riches. Et ça m'a permis vraiment de matérialiser les enjeux autour de l'eau, de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se cachait derrière, parce que l'eau c'était un peu flottant. Déjà je trouve que le climat c'est un peu flottant, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et là on commence à le voir quand même de plus en plus avec tous les événements climatiques de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents. Et sur l'eau, en fait, on voit que c'est aussi ça qui se passe avec le cycle de l'eau qui est déréglé, avec la gouvernance de l'eau qui n'est pas forcément très transparente. On ne comprend pas vraiment en fait, qui gère l'eau, comment est-ce qu'elle est utilisée à l'échelle de la France. Enfin, c'est encore assez flou. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant quand même de creuser ces enjeux-là, et notamment via On est prêt, donc, où je travaille en tant que chargée de projet Influence, d'emmener un groupe de créateurs et créatrices de contenu pour essayer de sensibiliser à ces enjeux.
Donc, comme moi j'ai pu le faire à travers des rencontres avec des acteurs locaux, donc on a rencontré Agriculturis, mais aussi des maisons de la Garonne, des associations, des kayakistes, enfin, voilà, divers agents locaux sur le territoire. Et ben, on a été aussi sur le même bassin versant, sur le bassin d'Adour-Garonne, et on a rencontré des scientifiques. Donc il y a plein d'hydrologues sur le sujet. Je pense à Emma Aziza, Charlène Descolonges. Nous, on était avec Jonathan Schwitz de l'association Hydrologie Régénérative, et aussi d'autres associations, la Water Family, avec laquelle on était à Odyssey aussi, pour comprendre c'est quoi les enjeux de l'eau, c'est quoi le cycle de l'eau, la différence, consommation, prélèvement, eau verte, grise, tous ces enjeux-là. Et en fait, du coup, on a essayé de transmettre plein d'apprentissages, notamment aussi sur la gouvernance. Et là, du coup, on est passé par l'atelier compte-gouttes. Donc là, en fait, on voyait, du coup, à l'échelle d'un comité de bassin. Donc en fait, l'eau, c'est géré par un comité de bassin. Il y a différents bassins en France, avec différentes agences de l'eau qui gèrent ces comités de bassin et qui ont du coup de l'argent via un système de redevance. On paye nos factures d'eau et après, il y a de l'argent qui rentre, du coup, qui est distribué par l'agence de l'eau vers différents projets et qui peut choisir du coup de financer des projets notamment d'agriculture beaucoup plus agroécologique. Donc tout ça, c'est des enjeux dont on a parlé dans différents week-ends. On a fait 2 week-ends en juin, en août, avec des créatrices de contenu qui étaient pas forcément déjà sensibles, ne serait-ce qu'aux enjeux climatiques, pour qui c'était des mots un petit peu étrangers, ils n'étaient pas familiers avec l'écologie, ils étaient bien loin d'aller en manif Bâtine non merci. Et du coup, on a fait passer ces messages-là, on a fait rencontrer des scientifiques, on a fait rencontrer aussi des naturalistes, on a été dans des parcs naturels, et en fait, en faisant toute cette expérience immersive, cette reconnexion aussi à la nature, ça permet de se reconnecter directement à cet enjeu de l'eau qui peut nous paraître très loin. Enfin, je ne sais pas à quel point vous êtes senti concerné par cette ressource en eau, mais moi, en voyant des bassines, je ne me sens pas concernée, en fait. Pour moi, c'est très lointain. Alors que quand on nous dit, en fait, c'est ton alimentation, déjà, c'est beaucoup plus concret. C'est l'eau aussi qui va passer dans ton robinet, c'est beaucoup plus concret. Bon, donc l'idée, c'était vraiment de passer de c'est quoi l'eau, c'est le robinet, la douche, la piscine, la mer, à, en fait, l'eau, c'est un enjeu central pour nous. C'est 2,5% d'eau douce sur toute la planète. C'est encore moins, c'est 0,001% d'eau qui est facilement accessible et potable. Et en fait, c'est une ressource qui est rare, qui se raréfie, qui est en train d'être polluée de plus en plus par plein de pesticides, par des pesticides. Enfin voilà, il y a autant la pollution chimique que la pollution plastique. En plus de ça, et du coup, c'est une ressource à préserver pour différents usages. Et donc, on en a parlé des différents usages agricoles, mais aussi d'eau potable. Et en fait, quand on le ramène aussi à l'échelle citoyenne, c'est en 2022, c'était je crois que c'était 200 villages qui ont été à court d'eau. On a dû acheminer de l'eau à coup de camions-citernes. Ça aussi, ça a un coût. Et donc, en fait, c'est des risques qui sont vraiment présents pour les citoyens. Et donc là, avec du coup des petits groupes de créatrices de contenu, là, quand on leur a dit, en fait, là, le risque de ne plus avoir d'eau sur les prochaines années est de plus en plus fréquent. Le risque vraiment de ne plus avoir d'eau pour certains usages, il est fréquent. Il y a des coupes qui vont devoir être faites. Dans l'atelier compte-gouttes, c'était ça aussi. C'était, en fait, là, en cas de sécheresse, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer les piscines individuelles? Est-ce qu'on va continuer les méga-bassines? Est-ce qu'on va continuer ça? Ça devient très concret. Et tout de suite, on peut s'en emparer un peu plus vite du sujet. Et je pense que ce qui a le plus marqué dans les résidences, c'était aussi cette idée d'eau invisible. Cette idée d'emprunt eau dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, on ne se rend pas compte, mais du coup, quotidiennement, on consomme 150 litres visibles. Ça, c'est la douche, la vaisselle, etc. L'empreinte eau invisible qu'un Français a en moyenne, c'est entre 4000 et 5000 litres d'eau. Et ça, c'est fou, en fait. Dès qu'on mange de la viande, ça va être 1 kilo de bœuf, 10 000 litres d'eau, un t-shirt en coton, 11 000 litres d'eau. Et en fait, c'est des chiffres qui sont faramineux quand on se rend compte qu'il y a donc une empreinte carbone, mais aussi une empreinte eau, qui a aussi évidemment une empreinte forêt. On a fait des résidences forêt, voilà. Et donc, en fait, quand on commence à regarder derrière chacun de nos usages en tant que citoyen l'empreinte eau qu'il y a, on se rend compte à quel point c'est phénoménal et à quel point on doit se ressaisir aussi en tant que citoyen de cet enjeu. Donc, sous l'aspect consommateur, mais aussi sous l'aspect citoyen. Parce que du coup, là, on se dit, mais attendez, mais comment ça, où est-ce qu'elle est l'eau? Pourquoi moi, j'ai pas mon mot à dire? Et en fait, du coup, c'est ça aussi que j'ai envie de creuser, parce que là, on a fait une campagne de sensibilisation, du coup, plutôt sur l'idée de l'empreinte eau, l'eau invisible,
pour dire aux communautés des créatrices de contenu qui sont venues, en fait, déjà, rendez-vous compte de l'empreinte eau, rendez-vous compte de votre consommation, rendez-vous compte de votre consommation invisible. Là, les prochaines étapes pour potentiellement d'autres campagnes, alors autour de l'alimentation aussi, mais autour potentiellement de l'eau, ce serait en fait, comment est-ce qu'on se réempare de ces questions démocratiquement? Parce que là, on a aussi beaucoup de désobéissance civile. Ça, c'est violent de mettre nos corps sur des espaces, de potentiellement avoir des violences policières, de jouer sa vie, comme on l'a vu. C'est violent, c'est dur. En fait, comment est-ce qu'on peut se mettre vraiment autour de la table? Comment est-ce qu'on peut essayer de gérer mieux les intérêts, de faire de la pédagogie sur l'adaptation climatique, comment est-ce qu'on va gérer notre eau dans l'agriculture et comment est-ce que les citoyens ont aussi leur mot à dire là-dessus, parce que c'est notre alimentation, c'est aussi les territoires, c'est ce qu'on voit en fait, des champs de monoculture à perte de vue. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de voir? Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'avoir sur nos terres? Est-ce que c'est comme ça qu'on va aussi préserver nos terres? Parce que c'est les sols après qu'on appauvrit aussi. Ou est-ce que c'est au contraire des zones humides qu'on va préserver? Est-ce que c'est des territoires avec une biodiversité qui va être riche? Est-ce que c'est des forêts dans lesquelles on a envie de se balader? Et du coup, une alimentation beaucoup plus locale, bio, paysanne, qui est bonne pour notre santé et aussi bonne pour la santé des agriculteurs, parce qu'au bout d'un moment, s'ils sont aussi exposés à des pesticides, c'est pas bon pour eux non plus. Donc il y a plein de sujets autour de l'eau, sur la quantité, la qualité et les enjeux de gouvernance, de démocratie autour de l'eau qu'on a envie de porter. Et en dernier, effectivement, la notion de nouveau récit, parce que là, on a parlé de guerre. Il y a un peu de ça, parce qu'il y a une urgence à agir, il y a un bien qui est rare, qui est un bien commun dont on a besoin de se saisir. Mais en fait, si on oppose continuellement les intérêts, ça ne peut pas fonctionner. Parce que avant d'être des agriculteurs, donc exploitants ou paysans, on est aussi des citoyens et qu'en fait, on va être affecté par le changement climatique au même titre que tout le monde. J'ai l'impression qu'on m'entend, c'est vrai. et du coup, les écolos, c'est pas juste des militants qui sont là pour faire chier et pour saboter tous les trucs. C'est en fait des citoyens qui sont concernés et qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont peur de mourir d'ici 10 ans. Donc, au bout d'un moment, je pense que les intérêts doivent converger et qu'on doit pouvoir faire des arbitrages qui puissent satisfaire tout le monde et surtout qui pensent au temps long plutôt qu'au temps court. Et ça, c'est vraiment important. Et d'enchanter, de créer des nouveaux récits qui sont beaucoup plus positifs et de se dire qu'en fait, on rêve tous et toutes à un avenir meilleur et une bonne gestion de nos ressources. Merci. Justement, sur les moyens d'action, vous parlez des initiatives citoyennes. Comment on fait, à votre avis, à tous, pour se battre contre des lobbies extrêmement puissants, pour se battre contre la NFSEA? Est-ce que les initiatives citoyennes ont du poids face à eux? Et est-ce que la désobéissance civile, et dans quel cas est-ce qu'elle est nécessaire? C'est vrai que j'ai ouvert un peu le banc, mais le premier geste qui permet quand même d'éviter que les lobbies soient trop puissants, c'est de couper les oreilles de ceux qui les écoutent. C'est-à-dire que moi je dis souvent ça parce que j'étais député européen et quand on parle d'Europe, le premier réflexe c'est de dire c'est tout pourri par les lobbies. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi je dis que les lobbies ont du poids parce que des oreilles les écoutent. Et donc si on veut couper les oreilles de ceux qui écoutent les lobbies, il faut choisir le bon bulletin de vote quand on est consulté. Et le force est de constater, c'est que et voilà, je ne suis plus député européen parce que justement les gens ont choisi des bulletins de vote qui ne sont pas ceux qui portent des élus comme moi, mais ceux qui ont été reconduits, ceux qui ont été même plébiscités aux dernières élections européennes sont précisément les plus grandes oreilles des lobbies. Donc on n'arrivera pas à se débarrasser des lobbies tant qu'on continuera de mettre au pouvoir les oreilles de ceux qui les écoutent. Donc ça c'est le premier geste, c'est vous avez à chaque fois que vous êtes consulté la possibilité de couper les oreilles qui écoutent les lobbies, et donc c'est votre bulletin de vote. Après, et j'aime bien le mot d'initiative citoyenne, on a à l'échelon de l'Union européenne, et c'est très éloquent, des initiatives citoyennes européennes, c'est des pétitions officielles que les citoyens peuvent mobiliser et qui font que les citoyens s'expriment. Et aujourd'hui, il y a 8... donc une ICE, elle a une dimension officielle qui fait que la Commission européenne, quand l'ICE aboutit, alors pour faire aboutir une ICE, il faut 1 million de signataires répartis dans 8 États membres différents.
Mais quand une ICE aboutit, la Commission européenne est obligée d'intégrer dans les futures politiques publiques et dans les futurs règlements européens les demandes de cette ICE. Aujourd'hui, la Commission européenne a 8 ICE sur la table, 5 par l'agriculture et d'alimentation. Donc c'est dire si le sujet, et ça rejoint un peu ce que tu disais, le sujet est absolument central et anxiogène pour les citoyens européens. C'est par exemple la suppression du glyphosate, c'est par exemple la préservation de la biodiversité. Voilà, c'est tous ces sujets-là. Une ICE que j'aime beaucoup qui s'appelle Sauvons les abeilles, sauvons les paysans, qui fait la démonstration que plus on préserve les abeilles, plus on préserve les paysans et plus on préserve nos chances de souveraineté alimentaire. Je vais vous donner un chiffre et après je laisse partir le micro. La Commission européenne a quantifié les terres agricoles qui font encore référence à une agriculture familiale et paysanne et agroécologique. 12% de la surface en Europe, de la surface agricole européenne, fait encore référence à cette logique paysanne, familiale et agroécologique. Et bien sur ces 12%-là, on produit 32% de la quantité produite par la ferme Europe. Et donc ça flingue complètement le récit qu'on essaie de nous imposer, que les lobbies essaient de nous imposer aux oreilles de ceux qui les écoutent, qu'une agriculture qui s'affranchit des pesticides, une agriculture qui s'affranchit des engrais de synthèse ou qui s'affranchit de l'irrigation est une agriculture qui va nous affamer, qui nous éloigne de la souveraineté alimentaire. Toutes les données sérieuses montrent l'exact inverse. Donc voilà, il faut se réapproprier la connaissance, se réapproprier les données officielles, se réapproprier ce que nous expliquent les scientifiques et les faire vivre dans ce qu'on appelle des initiatives citoyennes européennes qui vont imposer, au-delà du vote où on a parfois échoué, que la Commission européenne traduise dans les politiques publiques, dans les réglementations, ce que les citoyens veulent. Et je pense que le vrai salut sur le sujet agricole, c'est de replacer ce sujet de l'agriculture dans un véritable débat de société. Je veux bien enchaîner aussi sur l'ICE. Ça tombe bien qu'on en parle parce qu'il y en a une qui est sortie il y a quelques jours justement sur le sujet de l'eau. J'ai aussi participé à un projet qui s'appelle le projet FLOW, Future Lives with Oceans and Water. Et c'était un projet du coup européen qui visait à regrouper différents jeunes de différentes nationalités en fonction de leur bassin et en fonction du coup des cours d'eau et des mers et des océans qui les entouraient. Et ça a été assez intéressant justement internationalement, culturellement, de voir les approches de l'eau, la relation à l'eau que chacun avait et comment on pouvait se projeter et comment aussi on essayait de se représenter notre relation à l'eau. Là, on en parle beaucoup en tant que ressource, mais en fait, déjà, on est constitué à 65% d'eau, c'est assez énorme. Et du coup, c'est de se dire, en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est quelque chose qu'on a une histoire, ça nous inspire culturellement. Et du coup, c'est important de le préserver et d'aller à l'échelon supérieur là-dessus pour le préserver. Du coup, là, il y a une ICE qui est sortie pour essayer de pousser cette idée de jeunesse, de continuer à investir dans les projets de la jeunesse, de la protection de l'eau, sous plein d'aspects différents. Je vous inviterai du coup à aller la voir. Là, j'ai pas toutes les infos en tête, mais je pourrais en parler davantage après. Et du coup aussi, il y a l'idée, toujours sur la démocratisation, il y a une initiative du coup autour de la Convention citoyenne de l'eau, dont des élus écologistes ont parlé en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors même si la Convention citoyenne pour le climat a été un peu matraquée à la fin et toutes les mesures n'étaient pas passées, on peut quand même espérer de belles choses qui peuvent aboutir suite à celle-ci. Et par contre, l'enjeu, c'est quand même de garder les moyens. Et là, en fait, on a eu des annonces de la part du gouvernement, du nouveau gouvernement, qui nous disent que déjà, il y aura des coupes budgétaires auprès de l'ADEME, c'est 35% de coupes budgétaires. Pour les agences de l'eau, c'est pareil, c'est des millions d'euros qui vont être ponctionnés des agences de l'eau, qui ne seront plus disponibles pour financer des projets, notamment de transition vers l'agroécologie. Donc c'est aussi en fait de donner des idées, se battre, etc. Mais c'est aussi de se battre pour garder de l'argent public quand on en a besoin. Il ne faut pas rétropédaler, il ne faut pas enlever de l'argent alors que c'est pile le moment où on en a besoin. Donc c'est assez important d'être un peu sur ces fronts-là pour pouvoir avoir des politiques publiques fortes et avoir le budget derrière qui suit, quoi. Dans la commission des finances, j'ai flingué les coupes, mais ça va revenir en plénière. Pour le moment, elles sont flinguées.
Oui, alors moi, je suis surtout engagé en sciences, hein, très peu politiquement. Donc c'est plus une réflexion de citoyens et d'observateurs. Je fais partie de pas mal de conseils scientifiques aussi où il y a des débats, hein, même. Voilà. Je pense que c'est important de dire aussi des scientifiques et pas les scientifiques, parce que le monde scientifique est très divers. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en débat, en discussion. Donc il faut faire attention à ne pas forcément généraliser. On a des voix qui portent, qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des positions scientifiques. Donc c'est très important. Alors je dirais que le mot de lobby, ce n'est pas un gros mot. Voilà. Donc on a des lobbies agricoles, d'un certain modèle d'agriculture. On a des lobbies écologistes et c'est très bien. Je pense que voilà, on vit dans des sociétés où les lobbies font valoir leurs arguments aux bons endroits. Et c'est très sain, et je trouve, voilà, il ne faut pas qu'on soit effrayé par ça. Et l'objet, c'est de convaincre l'opinion publique, hein, vous le disiez vous-même, c'est que les gens mettent le bon bulletin dans l'urne au moment où il faut désigner nos représentants. Et je trouve que ce type de réunion est là pour ça, justement, pour essayer de convaincre. Autre réaction, c'est que l'eau, c'est beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses symboliques qui tournent autour de l'eau. On a parlé de l'eau qui est notre composante, c'est vrai. Il ne faut pas oublier une chose, les études HMUC dont on a parlé, elles sont surtout menées pour définir des volumes prélevables. Pourquoi des volumes prélevables? Parce qu'il faut quand même qu'on conçoive que l'eau, c'est aussi des milieux naturels. Et donc il faut préserver un certain écoulement dans les rivières, des débits minimums, qu'on appelle débits minimums biologiques, pour préserver le milieu naturel. Donc on a beaucoup parlé d'eau ressources, on a beaucoup parlé de crues, d'inondations. L'eau, c'est des rivières, c'est des lacs, c'est des milieux naturels qui ont besoin d'un certain volume d'eau pour pouvoir se maintenir avec des qualités suffisantes. Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit, hein. Il y a cet enjeu très fort. Et aujourd'hui, on a des études. Alors, certaines régions sont en avance par rapport à d'autres, hein, dans les études dites HMUC. HMUC, c'est un terme qui a été développé dans le territoire de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, mais c'est globalement des études volume prélevables. Oui, enfin, voilà, il y a cette pression. Et puis, l'eau, c'est aussi une source de richesse. Donc, alors, c'est vrai, hein, l'agriculture irriguée, en France, c'est pas beaucoup développé, plutôt dans certaines régions plutôt que dans d'autres, hein. Le taux de surface irriguée est très, très variable, hein, suivant les régions, c'est aussi lié au climat, mais c'est malgré tout une richesse. Et donc, du coup, il ne faut pas non plus complètement oublier ce côté de la chose. Je pense que vous l'avez bien dit. Hein, on n'est pas forcément contre l'irrigation. Peut-être il y a une vraie réflexion sur l'accès à la ressource et le partage de cette ressource. Mais voilà, il y a un moment, on sait que notre climat est en train d'évoluer. Ces questions d'accès à la ressource en eau, d'utilisation de cette ressource et de répartition de cette ressource, elles vont se poser. Et donc, je pense que ça sera encore des questions dans les années qui viennent qui vont être discutées. Et moi, en tant que citoyen, j'aimerais bien qu'elles soient discutées un peu sereinement. Même si on sait que, voilà, on a vu des exemples de passage en force. Bon, il y en a toujours. Cette affaire-là, on ne sait pas comment elle va se terminer. Hein, mais voilà, je pense qu'on a besoin que ces questions-là soient traitées avec sérénité et en profondeur pour pouvoir trouver les bonnes solutions collectivement. Alors, notre monde n'est pas parfait, hein, je ne suis pas naïf. Hein, y a des erreurs, il y a des errements, on n'ira pas tout droit. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette eau, c'est une ressource précieuse qu'il va falloir utiliser du mieux possible. Et juste une petite remarque, parce que ça, c'est une notion qui n'est pas toujours très claire. En fait, ces fameuses mégabassines, elles sont alimentées par des prélèvements dans les eaux souterraines. Et d'ailleurs, ce qui fait réfléchir, on a eu un acteur qui a dit mais on prélève dans des eaux souterraines qui sont de bonne qualité, on les met en surface et puis elles se polluent, elles se réchauffent. Il y a une chose qui est importante d'avoir en tête, et ça, la plupart des cours d'hydrologie, moi je suis aussi enseignant à l'école des ponts, et j'essaye de le faire comprendre aux étudiants. Les eaux souterraines et les eaux de surface, elles sont en connexion. C'est le même grand cycle de l'eau. Donc, les eaux souterraines, c'est un compartiment particulier de ce grand cycle de l'eau. Quand on prélève un volume d'eau dans les eaux souterraines, on prélève de manière indirecte et différée dans les cours d'eau qui sont alimentés. Je crois qu'il y avait un très bon exemple, là, la personne du Marais Poitevin le disait. On prélève de l'eau et donc il y en a moins dans les rivières. C'est très vrai. Mais il faut aussi considérer que ces eaux souterraines, comme les eaux de surface,
elles vont connaître des périodes de crue, donc de hautes eaux, et des périodes de plus basses eaux, avec une dynamique qui est souvent, alors ça va vraiment dépendre des aquifères, mais une dynamique qui est généralement annuelle. Et donc, c'est assez naturel de se poser la question, alors dans une certaine mesure, hein, parce qu'il faut évidemment que les prélèvements soient sensiblement inférieurs à ce qu'on appelle la recharge, donc le volume qui va venir annuellement réalimenter la nappe, mais c'est assez naturel de se poser la question, parce que voilà, on a des ressources estivales qui vont être moins importantes, de stockage d'une partie des volumes intersaisonniers, que ce soit des prélèvements dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. Mais je n'ai pas parlé, voilà, c'est vraiment... ça ne peut pas être, quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de maladaptation, considérer que c'est la seule solution, c'est évidemment complètement une maladaptation. C'est-à-dire tout miser sur le stockage intersaisonnier, évidemment ça n'a pas de sens. Et j'espère, je crois comprendre qu'il y a encore des agriculteurs ou des exploitants agricoles, c'est ça, hein, c'était le terme, exploitants agricoles, qui espèrent qu'ils sauveront leur système ou leur mode de production par le simple mise en réserve. Je pense que très rapidement, ils prendront conscience que c'est pas possible. Donc c'est un des éléments, c'est une des solutions, c'est pas la solution. Et de toute façon, elle est limitée, puisqu'elle est limitée par les volumes disponibles hivernaux. On ne peut pas non plus trop prélever. Voilà, donc ça fait partie du panel des solutions. C'est certainement pas la solution. Et il est clair que notre modèle agricole va devoir évoluer. Donc voilà un certain nombre d'éléments que je voulais apporter. Il y avait beaucoup de choses en complément que je voulais évoquer. Effectivement, ça, vous parliez de... Vas-y. Ouais. Effectivement, enfin, cette idée aussi de besoin de dialogue et de consensus est important. Pour autant, je pense que l'eau est fondamentalement un sujet politique, justement, et qu'il faut se parler, évidemment, plutôt que de s'envoyer des grenades à la tronche, mais il y a une dimension de lutte politique derrière tout ça, c'est-à-dire que c'est un modèle, c'est une réflexion sur est-ce qu'on veut ou pas rester dans un modèle capitaliste, de libre-échange, etc. Et cette filiation, elle est extrêmement emblématique à travers l'eau. Enfin, l'eau est une très belle allégorie de ça, puisque la dimension systémique, on la voit dans la manière dont... Alors sur Reporter, je fais la pub de mon média, on a fait une enquête qui est gratuite et accessible en ligne. On a fait une enquête sur ça, sur où allait ce maïs, irrigué par les méga-bassines dans l'ouest et en Poitou-Charentes, et voilà. La majorité part par le port de La Rochelle et va alimenter à l'export du maïs pour ce que tu disais sur l'alimentation du bétail et nourrir. Enfin voilà, l'étrange. C'est pas du tout. Il y a cet argument qui revient beaucoup de il faut préserver l'autonomie alimentaire de la France et le modèle agricole français pour nourrir les Français. La majorité de ce maïs, il est voué à l'export et à un modèle économique qui n'est pas nourricier, quoi. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui sont à mettre en débat en fait. Et il y a un vrai débat politique sur quel modèle on veut, avec des intérêts divergents, des poids de lobby de différentes obédiences. C'est aussi un point de vigilance que j'ai, c'est que les lobbies sont légitimes dans toutes les directions, mais les lobbies sont d'autant plus forts qu'ils sont riches et puissants économiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas de la démocratie, c'est du capitalisme. La démocratie, justement, est là normalement pour venir réguler ça et redonner un poids, une voix équitable, qu'on soit la FNSEA ou un lobby écologique qui a beaucoup moins de poids économique, quoi. Donc justement, se baser juste sur les lobbies et leur présence équitable pour parler de négociations équitables, c'est un petit peu peut-être biaisé. Et là-dessus, je voulais aussi rebondir justement sur les gros problèmes de gouvernance qu'il y a dans la gestion de l'eau en France. Et un des problèmes, c'est justement que c'est incompréhensible déjà. C'est un millefeuille administratif. Voilà, on a parlé d'études HMUC, il y a les PTGE, les SDAGE, les SAGE, En fait, il y a, pour résumer, en essayant de ne pas dire trop de bêtises, il y a un peu deux grandes instances qui gèrent l'eau en France. Les agences de l'eau, qui sont organisées par grands bassins versants, qui elles sont chargées de financer les projets. Et les comités de bassin qui, eux, sont chargés de définir les politiques qui vont ensuite être financées. Et ces comités de bassin, c'est ce qu'on appelle un peu les parlements de l'eau locaux au sein duquel siègent énormément d'acteurs différents. Et en fait, le problème dont on a parlé sur Reporter, c'est que dans ces deux instances, à la fois les agences de l'eau d'un côté qui financent et les comités de bassin qui décident, dans ces deux instances, il y a d'une part, au fil des décennies, une grosse reprise en main par l'État qui s'est opérée, c'est-à-dire que les préfets, par exemple, maintenant il y a des préfets qui sont en charge de l'eau, qui sont présidents du comité d'administration des agences de l'eau et qui sont en fait décisionnaires à la fois dans les parlements de l'eau et dans les agences de l'eau.
beaucoup plus qu'auparavant. Les secteurs étaient beaucoup plus diversifiés avant. Donc ça, c'est un biais énorme. C'était une représentation par l'État qui est un État aussi qui a ses propres biais. Et au sein même de ces parlements de l'eau, il y a 3/3 d'acteurs qui sont représentés, les élus locaux, les acteurs associatifs ou les acteurs de la société civile et les représentants, je ne sais plus comment c'est, de l'État. Enfin, il y a élus, acteurs de la société civile voilà, c'est ça. Et au sein de ces instances, il y a des redondances qui donnent un poids particulièrement élevé justement aux syndicats agricoles productivistes comme la FNSEA en premier lieu, parce que ces membres de la FNSEA se retrouvent souvent à la fois maires de villages, donc siégeant en tant que tiers élus, et à la fois représentants majoritaires ou très présents au sein du tiers société civile. Et par ailleurs, ils ont la bonne idée de souvent être invités par les préfets et par les ministres de l'Agriculture. Donc en fait, ils sont extrêmement présents et il y a un énorme biais d'accaparement des décisions et de court-circuitage de ces procédures censées être démocratiques par ces acteurs-là. Ce qui est, en tout cas, nous, ce qu'on documente sur la reporter, c'est les témoignages qu'on en a, c'est ça. Il y a un court-circuitage total de ces instances censées être des parlements de l'eau par des acteurs qui en fait, ont l'oreille des ministres et de tous ces gens. Ce qui crée beaucoup de frustration. Enfin, par exemple, Thierry Burlot, qui est le président de Loire-Bretagne, avait aussi cette frustration-là de dire, en fait, nous, on est censé être le Parlement de l'eau local, mais de toute façon, les décisions sont déjà prises entre la FNSEA et le ministre de l'Agriculture. Donc, en fait, on vient nous consulter pour le principe derrière, mais voilà. Et pour aboutir à la question que faire classique du début, c'est en fait le gros enjeu, c'est de créer un vrai Parlement de l'eau qui soit un vrai Parlement efficient, c'est-à-dire démocratique, qui représente de manière démocratique les gens qui sont sur chaque bassin versant, ou sur chaque biorégion, pourquoi pas. C'est un concept aussi à la mode pour essayer de réinventer l'organisation territoriale et la gestion de l'eau, ce qui serait peut-être aussi plus cohérent que parfois les régions classiques. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui coince complètement d'un point de vue institutionnel tant qu'on n'a pas changé de manière non définie les gens qui étaient au pouvoir. Et il y a cet aspect institutionnel. Et l'autre aspect que je voulais évoquer, c'est l'aspect plus purement militant sur lequel tu pourras peut-être aussi rebondir. On a évoqué en filigrane Sainte-Soline, qui est le grand absent du documentaire, puisque ça a eu lieu après le documentaire. Nouvelle pub pour mon média, on a coproduit un documentaire accessible en ligne qui s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, qui est assez violent en fait. Il vaut mieux être prévenu avant parce que c'est très violent ce qui s'est passé là-bas et le documentaire raconte tout ça de manière très violente. Mais il est très parlant pour expliquer la manière dont vraiment la répression d'État s'est déroulée là-bas, avec la volonté de casser le mouvement en fait de lutte pour ce bien commun qu'est l'eau. Il y a une espèce qui a assez bien marché en fait quand on parle avec des militants qui étaient sur place. Le reporter était très présent aussi sur place et a documenté ça. C'est la manière dont, un peu comme pour le mouvement nucléaire en fait quelques décennies auparavant, où il y a eu ces grands mouvements de répression et de violence policière qui ont complètement désorganisé le mouvement antinucléaire en France pendant des décennies. Ils ont essayé de reproduire la même chose à Sainte-Soline, c'est-à-dire de vouloir marquer les esprits, de montrer qu'il ne fallait pas toucher aux méga-bassines. Il y a eu 5000 grenades offensives tirées en, je ne sais plus, en quelques heures, ce qui faisait une grenade toutes les 2 secondes. Enfin, une grenade toutes les 2 secondes tirée sur des militants majoritairement pacifistes. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont documentées là-dedans, sur la manière dont les blessés à l'arrière ont été aussi pris pour cible, enfin, tout ça est extrêmement violent. Il y a Michael Frost, qui est le représentant de l'ONU pour les droits de l'homme, qui a dénoncé la manière dont la police française et l'État français étaient de plus en plus dans une démarche autoritariste dangereuse. Enfin, c'est l'ONU, c'est pas non plus un parti léniniste. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui dénoncent ça à l'échelle internationale aussi. Et j'apporte pas de solution, mais voilà, c'est les 2 points que je voulais souligner. Du côté des manifestants, je sais que, alors, tu sais mieux ça que moi, mais ça discute beaucoup en fait dans les réseaux militants pour savoir comment rebondir après Sainte-Soline pour échapper à ce type de répression et pour ne pas céder à la peur en fait. Mais il y a une espèce de cassage psychologique très violent qui a eu lieu. Et du côté institutionnel, comment mettre en place un vrai Parlement de l'eau qui soit un Parlement digne de ce nom. C'est un peu les deux aspects du problème qui, sans avoir de réponse, seraient des clés, à mon avis, pour progresser.
Merci. Et en plus de ça, les soulèvements de la Terre ont été dissous à la suite de ces événements, non? Alors ils ont... Les soulèvements n'ont pas été dissous et j'ai eu l'honneur, et c'est sûrement un des moments les plus émouvants de mon mandat de député européen, j'ai eu l'honneur d'être choisi par les soulèvements de la Terre pour être dans le binôme qui pouvait défendre les soulèvements de la Terre face aux magistrats du Conseil d'État. Donc on était deux, et heureusement, et j'espère avoir modestement contribué, le Conseil d'État a décidé de ne pas dissoudre les soulèvements de la Terre à la demande de M. Darmanin. Donc les soulèvements de la Terre sont toujours en place. Voilà. Juste, tu as parlé de Michel Forst et c'est très important. Michel Forst, c'est le rapporteur spécial à l'ONU pour la protection des défenseurs de l'environnement. Il a fait des observations récurrentes à Sainte-Soline, sur la 69, d'une dérive autoritaire, et on a travaillé ensemble, j'étais encore député européen, on a travaillé ensemble en février 2024 sur ce que pourrait être une définition de la désobéissance civile en respect de ce qu'on appelle la Convention d'Aarhus, c'est-à-dire la convention qui permet d'encadrer à la fois la protection des activistes, mais aussi le concept de désobéissance civile. Et donc, on a apporté une définition qui est donc publiée par Michel Forst grâce à ses travaux sur le site de l'ONU, qui met la désobéissance civile dans les outils de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que parce qu'on fait de la désobéissance civile, on sort du champ démocratique, on sort de l'état de droit. Et c'est précisément là-dessus que j'ai porté la défense des soulèvements de la Terre au Conseil d'État. C'est leur expliquer que sans désobéissance civile, on aurait probablement des OGM partout en Europe. Sans désobéissance civile, il y aurait eu un camp militaire sur le Larzac. Sans désobéissance civile, on aurait un grand aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Sans désobéissance civile, on aurait une grande bassine à Sivins. Et donc, ça fait partie, c'est un outil de la démocratie. C'est juste qu'il faut qu'on s'entende sur la définition. Et ça tombait bien parce que on était en train de travailler sur cette notion de désobéissance civile quand il y a eu le jugement au Conseil d'État. Et du coup, quand on est dans les termes de la Convention d'Aarhus, qui a été signée par la France, on peut considérer que la désobéissance civile est aussi un outil de la démocratie. On a tout juste le temps pour deux petites questions de notre assemblée. Est-ce que quelqu'un a une question? Merci. J'avais noté deux questions, mais du coup, je suppose... Ok. Bon. J'avais une première petite question. Je me demandais pourquoi les herbivores mangent maintenant du maïs et pas de l'herbe. Parce que vous avez parlé de ça, mais du coup, je n'avais pas le pourquoi du comment. Et une autre question à destination de Lucie, où je me demandais quel était l'intérêt du coup de s'adresser aux influenceurs particulièrement sur ces sujets-là, et du coup de mettre en place des week-ends de formation à leur destination spécifiquement. Voilà. Je vais répondre rapidement. La première, c'est la science qui se déconnecte de l'intérêt commun, qui fait qu'un jour, on préfère nourrir des herbivores avec autre chose que de l'herbe. C'est l'INRA qui étudie le fonctionnement du système digestif des ruminants, les fameuses vaches hublots, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui permet d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait proposer un régime alimentaire différent aux animaux pour qu'ils grandissent plus vite, donc accélérer leur croissance, pour qu'ils produisent plus, et pour essayer d'industrialiser l'agriculture. C'est-à-dire que là, quand on a affaire à des herbivores qui ne mangent plus d'herbe, ils sont renfermés 365 jours dans un bâtiment, ils ne savent plus ce que c'est qu'un brin d'herbe, ils sont nourris à l'auge, maïs, soja, ils produisent beaucoup, on gagne 1 an sur le début d'une lactation si on parle de vaches laitières, c'est-à-dire qu'au lieu de débuter une lactation à 3 ans, elle débute à 2 ans, et on se moque en vérité du produit en réalité, qui va sortir de ces animaux-là. Donc on est vraiment dans la logique productiviste poussée à son extrême, avec des animaux qui sont eux-mêmes malades et qui ont une longévité extrêmement restreinte. C'est-à-dire que les animaux font 2, 3, parfois 4 lactations et ils finissent à la boucherie, ce qui explique aussi qu'on a soutenu la consommation de viande, parce que quand on produit du lait de cette manière-là, eh bien, on a aussi besoin de construire un débouché, un système économique qui permet de valoriser la viande de ces animaux qu'on appelle de réforme. J'aime pas du tout ce mot-là. Moi, je suis éleveur et je touche du bois. J'ai jamais conduit un animal à la réforme.
Ils meurent de leur belle mort au milieu des prés. Alors pour la question du coup des créatrices de contenu, en fait ça vient un petit peu du coup de l'origine d'On est prêt. On est prêt, c'est un mouvement citoyen qui s'est lancé il y a 5 ans et en fait qui a émergé avec l'affaire du siècle. Et donc à cette époque, il y a eu un mois de campagne avec des influenceurs, McFly, Carlito, Natou, etc., qui ont mobilisé leur communauté pour lancer un peu des défis écolos. Et ça a abouti par la dernière action qui était de signer la pétition. L'affaire du siècle qui est aujourd'hui encore la pétition la plus signée de l'histoire de France, qui a quand même abouti à la condamnation de l'État pour inaction climatique. Donc, on voit par cette action que les influenceurs ont un sacré pouvoir d'influence. Et en fait, du coup, les créatrices de contenu qui sont de plus en plus nombreux ont un vrai lien de confiance avec leur audience, ce qui permet de faire d'eux des acteurs en fait, de l'espace culturel et du coup des acteurs finalement un peu politiques, mine de rien, parce qu'ils peuvent véhiculer des messages, des valeurs. Et pour certains, aujourd'hui, c'est plutôt des messages et des valeurs de consommation, de surconsommation, c'est des partenariats, c'est aussi ce qui les fait vivre. Mais l'enjeu, en fait, c'est plutôt de se dire, c'est avant tout des personnes humaines qui ont envie de raconter des histoires. Mais nous, on n'a pas trop envie qu'ils racontent des histoires autour du capitalisme, du néolibéralisme, mais plutôt des histoires plus chouettes, et que ce soit des alliés de la transition écologique et plus globalement de la bataille culturelle qui nous amènerait à une société beaucoup plus durable, respectueuse de tous les êtres vivants, notamment des vaches qui sont pour le moment plutôt traitées comme bétail que comme êtres vivants. Qui sont aussi inséminés artificiellement. Donc, pareil, c'est aussi ce qu'on a envie d'appliquer dans nos résidences, c'est d'aller créer vraiment la transformation de l'individu par vraiment une approche tête, cœur, corps, de faire vivre l'expérience et de montrer que c'est possible aussi, notamment de manger vegan pendant 3 jours. Il y a des personnes qui sont venues et qui m'ont dit « Oh là là, mais tu vas manger, on va manger quoi ? On va manger littéralement de l'herbe, des salades et des graines. » Et non, on peut manger super bien vegan et il y en a plein qui ressortent de là et qui sont assez transformés et surtout qui ont réussi à casser ce cliché de l'écolo éco-terroriste. Alors globalement, il y a 2 clichés. Il y a soit l'écolo relou, babos, en sarouel, etc., qui est un peu chiant, voilà. Soit l'éco-terroriste hyper vénère qui tape, etc. Et donc du coup, l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, c'est quand même des personnes qui ont un certain pouvoir d'influence, c'est des personnes qui vont toucher derrière des millions d'autres personnes. En fait, quand on a un groupe avec 10 créatrices de contenu, derrière, c'est potentiellement des dizaines de millions de personnes qui les suivent. Et donc en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'en faire des alliés de la transition écologique, de casser ces clichés, de montrer que l'écologie, c'est quelque chose qui peut aussi rendre très joyeux, de se dire qu'en fait, on est aligné, qu'on arrive à avancer vers des valeurs qu'on a envie de défendre. Et donc du coup, c'est de les embarquer avec nous, de les aider un peu sur ce chemin de la transition écologique et de réussir avec eux, main dans la main, à faire advenir un monde meilleur. Merci beaucoup. On va avoir malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions parce qu'on doit rendre la salle. Mais un grand merci à nos 4 intervenants. C'était très intéressant. Merci. N'oubliez pas de vous abonner au Instagram de On est prêt, reporter et des coquelicots de Paris.